Ah, il est que 11h et j'ai déjà les gros. À la brasserie du coin, on pourrait s'offrir tout le menu. Et plus besoin de CV, je prends juste ma carte up déjeuner. Ah non, tiens, au café de la Poste, je vais me faire un déj qui rapporte. Déjeuner, payer, cagnotter, c'est simple avec la carte up déjeuner. Rendez-vous sur up.coop, C-O-O-P. Aujourd'hui, nous plongeons dans les années cruciales de la chute d'Al Capone. Ce moment décisif où le puissant parrain du crime de Chicago va se retrouver finalement sous les feux de la justice. Préparez-vous à découvrir comment un empire criminel, apparemment invincible, a été renversé par une persévérance acharnée et une enquête méticuleuse. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit cette saga Al Capone, Sébastien Girard l'a réalisée. Dans cette saga, on plonge au cœur de la vie de l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire criminelle. J'ai nommé Al Capone, un voyage fascinant dans l'univers du crime organisé. Bienvenue dans La Petite Histoire de la mafia. Saga Al Capone, 4e épisode, la chute d'Al Capone. Dans le précédent épisode, vous avez entendu que les autorités fédérales, dirigées par l'Internal Revenue Service, l'IRS, se sont mis en mouvement à la fin des années 20 pour se mettre un petit peu dans les affaires de la criminalité de Chicago et des États-Unis. Et la piste qu'elles suivent est celle des finances. L'IRS, sous la direction de l'agent de terrain Elliot Ness, commence à creuser sérieusement dans les finances de Al Capone. L'objectif est en fait de prouver que Al Capone a accumulé une immense richesse grâce à ses activités criminelles, tout en omettant de payer des impôts sur ses revenus. Elliot Ness et ses agents, surnommés les incorruptibles en raison de leur détermination et de leur intégrité, jouent un rôle crucial dans cette chasse à l'homme. Leur mission est ardue parce que Capone est un maître de l'évasion fiscale. Il est bien conseillé, il est bien accompagné, il a des pros de la loi. Il utilise des prête-noms et des sociétés écrans pour cacher ses revenus et ses associés sont souvent bien payés pour rester silencieux. Les enquêteurs vont donc se consacrer d'abord sur les transactions financières de Capone. Ils vont examiner minutieusement les livres de compte de Capone, les mouvements bancaires, les documents financiers. Et là, ils vont découvrir que Capone, malgré son image publique d'homme flamboyant, n'a pas payé d'impôts sur ses énormes bénéfices. Ça, c'est un indice crucial. Les autorités vont devoir toutefois faire face à un obstacle majeur, la peur des témoins. Ouais, parce qu'il faut faire parler des gens. Et comment faire quand les gens ont peur de parler ? Capone a veillé, vous l'imaginez, à ce que quiconque cherchant à témoigner contre lui soit sous une pression constante. Alors, pour surmonter cet obstacle, les enquêteurs doivent obtenir des preuves solides et implacables. Ils décident alors de s'attaquer à l'ensemble du réseau Capone. Des perquisitions sont menées dans les propriétés d'Al Capone, dans les bars clandestins et dans les maisons de jeu. Les enquêteurs mettent au jour des preuves accablantes qui concernent les flux financiers et les transactions illégales. Mais le coup de grâce va être porté lorsque les enquêteurs vont décider de monter une accusation pour fraude fiscale. Nous sommes le 17 mars 1931. Al Capone est officiellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation, y compris de fraude fiscale et de non-paiement d'impôts. Et les charges sont lourdes, elles sont graves. Elles sont accompagnées d'une amende de $50 000 et de la confiscation de l'ensemble de ses biens. Alors les autorités fédérales ont bien pensé la chose. Les autorités et les procureurs savent qu'une accusation aussi importante comme celle-ci doit être bien orchestrée pour éviter tout échappatoire à Al Capone. Les préparatifs sont donc minutieux. Chaque détail est vérifié et chaque preuve est examinée histoire de garantir la solidité de cette accusation. Le 5 mars 1931, Al Capone est arrêté à son domicile de Miami, en Floride. Il est surpris et il est confus par l'ampleur de l'opération. Il faut dire que c'est une opération impressionnante. Les agents fédéraux ont fait une descente dans sa luxueuse résidence et ça va marquer le début de la fin pour le célèbre gangster. Les agents procèdent donc à une perquisition, ils confisquent des documents financiers, des livres de compte, il y a d'autres preuves également qui vont être utilisées plus tard contre Al Capone. La saisie des biens est également orchestrée pour garantir que Capone ne puisse pas se soustraire aux poursuites. L'arrestation de Capone est médiatisée, vous l'imaginez bien, à l'échelle nationale. Tous les journaux, pas que les journaux locaux, titrent sur l'événement.
et la couverture médiatique est énorme. L'homme qui a longtemps échappé à la justice est donc désormais sous les projecteurs. Les autorités sont déterminées à faire en sorte que Al Capone soit tenu responsable de l'ensemble des crimes qu'il a commis. Le 9 octobre 1931, nous sommes à Chicago et c'est le début du procès de Capone. C'est un événement très médiatique. Les procureurs ont préparé un dossier solide et ils disposent de preuves substantielles qui concernent les revenus de Capone et ses violations fiscales. Les avocats de la défense tentent de minimiser l'impact des preuves, mais la tâche est difficile face à la montagne de preuves qui ont été accumulées. Les avocats de Capone tentent également de faire valoir que les accusations sont une forme de persécution politique. Oui, mais ces arguments sont rapidement balayés par la solidité du dossier de l'accusation. Avant d'arriver au procès, Capone a quand même tout prévu. Oui, il a prévu de payer les jurys qui ont été appelés pour donner leur verdict. Oui, sauf que les autorités avaient prévu le coup, et le jour J, le jury a totalement changé. Il n'y a plus aucune tête connue pour Capone. Le 17 octobre 1931, après un procès acharné, Al Capone va être reconnu coupable de fraude fiscale. Et la sentence est sévère. Capone va être condamné à 11 ans de prison et à une amende de $50,000 ainsi qu'à la confiscation de ses biens. Cette condamnation marque évidemment un tournant dans l'histoire du crime organisé aux États-Unis. Capone, l'homme qui semblait intouchable, est donc désormais derrière les barreaux. Voilà pour cette petite histoire autour de Capone et de sa chute spectaculaire. Et la saga d'Al Capone est loin d'être terminée, parce que dans notre prochain épisode, la semaine prochaine, nous nous intéresserons ensemble à une phase particulière et poignante de la vie d'Al Capone, les années qu'il a passées en prison. Après avoir régné en maître sur Chicago, le célèbre gangster s'est retrouvé donc derrière les barreaux, face à une réalité très différente de celle qu'il connaissait auparavant. Pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode de cette saga, abonnez-vous à La Petite Histoire pour être alerté dès que l'épisode sera disponible et ne rien manquer de la folle histoire d'Al Capone. Merci de nous avoir écoutés. Si cette saga vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'appli de Spotify. Ça nous motivera pour la suite. On vous rappelle que cette petite histoire est absolument gratuite. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et dans une semaine, on se retrouve pour la suite de la grande saga Al Capone. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.